Une chose est à peu près sûre aujourd'hui, c'est que la société dans laquelle nous vivons est psychotoxique, c'est-à-dire qu'elle contamine nos âmes, qu'elle contamine nos façons de penser, de ressentir, et que ça ne se fait pas dans le bon sens. Ce que j'appelle une société psychotoxique, c'est par exemple la nôtre dans ses aspects matérialistes. On parle de société matérialiste lorsqu'une société met au sommet de ses valeurs des valeurs telles que le pouvoir, la réussite, la possession matérielle. Ce sont des valeurs qui existent dans toutes les sociétés, qui sont nécessaires à toute société. Il faut un peu de matérialisme pour faire des découvertes médicales ou technologiques, c'est évident. Mais lorsqu'elle passe du rang d'outil au rang de Dieu, au rang de valeur suprême, comme c'est le cas chez nous, alors ça pose de nombreux problèmes. Et on dispose aujourd'hui, il y a tout un champ d'études en psychologie sociale qui montre que plus une société est matérialiste, plus elle accorde d'importance à la possession, à la consommation et au pouvoir, plus elle engendre des individus malheureux, triste et anxieux. Et plus un individu a un fonctionnement tourné vers le matérialisme, plus il est insatisfait, tendu, anxieux, exposé à la tristesse, au spleen et aux états d'âme négatifs. Donc cette société matérialiste pose déjà ce problème de fragiliser nos états d'âme parce qu'elle nous éloigne tout simplement de ce dont nous avons vraiment besoin. Nos vrais besoins ne sont pas, ou pas seulement, dans toutes les valeurs matérialistes, mais ce sont des besoins de lien, des besoins de partage, des besoins de contact avec la nature, des besoins de gratuité, d'interaction sans arrière-pensée. Nous ne pourrons pas survivre dans un monde où tout est pensé, pesé, calculé, payant ou en attente d'être payé. Ça, c'est un point très important. Il y a aussi d'autres aspects psychotoxiques dans notre société qui sont indirectement liés au matérialisme, comme le fait que nous vivons dans une société de remplissage, d'accumulation, accumulation des objets. C'est une société qui nous incite, par exemple, à réguler nos états d'âme en achetant des choses ou des services, à réguler notre tristesse en achetant un voyage, en achetant un bel objet. Beaucoup d'acheteurs pathologiques sont des personnes dont on a pu montrer que les instabilités de morale, les instabilités d'état d'âme étaient corrélées à l'envie d'acheter, et ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Lorsqu'ils se sentent en pleine forme, avec plein d'états d'âme positifs, ils ont envie de dépenser. Lorsqu'ils se sentent malheureux, ils ont envie de dépenser. C'est-à-dire dès que ça bouge un petit peu au niveau de leur équilibre intérieur, c'est associé à l'envie d'acheter parce que nous sommes aussi dans une société qui nous balance ce genre de messages. La publicité, au fond, ne nous incite qu'à ça. La publicité nous vend des promesses de bonheur, d'amitié, de lien social, de reconnaissance sociale au travers de marchandises qu'on nous incite à acheter, que ce soit des vêtements, des voitures, toutes sortes de produits. C'est exactement la même chose pour la boulimie. Il n'y a pas que les acheteurs compulsifs. Les personnes boulimiques sont aussi des personnes victimes d'oscillations de leurs états d'âme qu'elles tentent d'étouffer ou de calmer en mangeant. On a la même chose aussi pour le tabac et pour l'alcool, donc ça c'est un autre aspect de la société matérialiste qui nous incite à réguler nos états d'âme par des actes de consommation. Il y a encore un autre aspect de cette société qui pose beaucoup de problèmes par rapport à l'équilibre intérieur, c'est que c'est une société qui fonctionne comme si elle avait décidé d'évacuer la lenteur, l'ennui, le vide, le calme, comme s'il fallait que nous soyons en permanence occupés, suroccupés, comme s'il fallait que chaque instant soit l'objet et le moment de faire quelque chose, d'avoir une activité. En faisant ça, en répondant à ces injonctions d'être toujours en train d'écouter de la musique ou de regarder un écran ou même de lire, la lecture est quelque chose de bien en soi, mais pas si on est sans arrêt en train de lire dès qu'on a un moment de libre. Il y a des moments lorsqu'on est dans les transports en commun ou lorsqu'on est chez soi où il ne faut pas se jeter sur un écran, un livre ou de la musique, mais où c'est bien de se poser, de s'asseoir, de respirer un peu et de se dire où tu en es actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quelles sont les pensées, les émotions, les états d'âme qui circulent en toi? Comment ça va? Si
on est sans arrêt arraché à soi-même par des distractions, par tout un tas de sollicitations de l'environnement, eh bien, nous ne pourrons jamais cultiver notre intériorité. Ce travail sur l'intériorité est particulièrement important. C'est l'équivalent pour notre cerveau, pour notre mental, de l'accordage d'un instrument par les musiciens. Les musiciens doivent régulièrement prendre un peu de temps, non pas pour jouer, mais pour accorder leur instrument, pour en prendre soin. C'est pareil pour nous, par rapport à notre esprit, par rapport à nos âmes, notre cerveau, nous devons prendre du temps pour voir un petit peu comment il va, si ses besoins sont satisfaits. Et pour ça, il faut arrêter de faire des choses, comme nous y pousse notre société inlassablement, juste pour se sentir exister. Il y a une sorte de paradoxe pour certaines personnes, notamment les gens qui sont accros de l'info, qui passent beaucoup de temps devant le journal télévisé, les nouvelles, etc. C'est finalement d'être intoxiqué par une vision très sombre et très angoissante de la manière dont notre monde fonctionne. Puisque c'est vrai que c'est comme ça que marchent les informations. On signale ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Au fond, c'est la fonction de l'anxiété. Notre cerveau, les parties de notre cerveau qui sont en charge de l'anxiété font juste leur boulot. Le boulot de l'anxiété, c'est de nous signaler les dangers. Et c'est plus important pour notre survie de savoir repérer les dangers que de savoir repérer les bonnes choses, paradoxalement. D'abord survivre et après profiter. Le problème, c'est que si nous sommes dans une logique de surconsommation d'informations angoissantes, comme par exemple la surconsommation de mauvaises nouvelles lors des journaux télévisés, des bulletins d'information, etc., eh bien nous augmentons notre anxiété. Nous augmentons notre anxiété parce que nous sommes face au pire cocktail qui soit. D'une part, des grosses mauvaises nouvelles, très grosses même, pour qu'on en parle à la télé, à la radio, dans les journaux. Et d'autre part, un sentiment d'impuissance à les changer, à agir sur elles. Si j'ai des problèmes sur lesquels je peux agir, mon anxiété est moins forte que si je suis confronté à des problèmes face auxquels je ne peux rien faire. Donc, ce type de société, là encore, dans lequel nous vivons, a ses vertus. C'est important d'être au courant de ce qui va mal autour de nous, ça peut nous motiver quand même à fonctionner différemment, mais elle a aussi ses vices, qui est d'augmenter très nettement notre anxiété et finalement au bout d'un moment de nous donner l'impression que le bonheur est quelque chose soit de dérisoire, qui n'enlèvera rien au malheur du monde, qui ne sert pas à grand chose finalement, soit d'égoïste ou d'inconscient. Comment peut-on être heureux dans le monde tel qu'il est, tel que ce monde qui nous entoure? Et en réalité, c'est évidemment tout l'inverse. Le bonheur est important justement parce que le monde est compliqué, n'est pas toujours juste, n'est pas toujours cohérent, n'est pas toujours rassurant, il est violent, il est imprévisible. Et c'est bien pour toutes ces raisons que nous avons besoin d'être aussi heureux que possible lorsque c'est possible, parce que ce bonheur-là, loin de nous rendre inconscients, nous donne des forces pour retourner ensuite vers l'adversité. Donc, ça rejoint d'ailleurs toutes les études dont nous disposons, montrant que le bonheur ne rend pas égoïste, mais au contraire permet de s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous. C'est la souffrance qui replie sur soi-même. C'est lorsque nous souffrons que nous n'avons plus envie de regarder autour de nous et d'aider les autres et d'aller vers les autres. Lorsque nous souffrons moins, nous commençons à respirer et à nous ouvrir. Donc il est important de préserver ces états d'âme positifs dont le bonheur fait partie ou dont il représente une sorte d'aboutissement parce que justement les aspects négatifs de la vie et du monde existent et sont bien présents. Le bonheur, ça ne sert pas à oublier que le monde est tragique, ça sert juste à mieux l'affronter.